d'ores et déjà vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Je dois vous dire que c'est une joie immense et bravo, chère Audrey, voilà, de voir cet amphithéâtre plein comme il est ce soir. Je crois que c'est la première fois que je le vois aussi rempli et aussi rempli d'étudiantes et d'étudiants. Donc, merci à toutes et à tous d'être là. C'est un immense plaisir et un grand honneur de recevoir ces deux grandes figures de l'art d'aujourd'hui. Voilà, donc, et c'est aussi la raison de votre présence à toutes et à tous. Un grand honneur de vous rencontrer et de vous accueillir, chère Caroline Christophe Bakariev. Vraiment, vous êtes une immense commissaire d'exposition. Audrey va raconter un tout petit peu votre carrière, mais je voudrais juste témoigner d'un immense choc que j'ai connu il y a quelques années, au moment de la documenta de Cassel, que vous aviez réalisé et que je garde comme un souvenir éblouissant et qui m'a marqué à tout jamais. Donc c'est un honneur de vous rencontrer et non pas de vous accueillir, cher Giuseppe, mais de vous recueillir, voilà, puisque vous êtes de retour dans cette maison, voilà, qui a été la vôtre, dans laquelle vous avez été un merveilleux chef d'atelier qui a marqué tant d'étudiantes et d'étudiants. C'est un immense honneur de vous retrouver. Voilà, et puis je voudrais remercier également Emma Lavigne, qui est directrice générale de la collection Pinault. Mais si, tu as tout fait, tu as fait beaucoup de choses, voilà, qui nous a également accueillis lors d'une visite que Audrey avait organisée, voilà, et qui a été conduite par Nicolas Xavier Ferrand. Ça a été un merveilleux moment. Merci de cet accueil dans la magnifique exposition L'Arte Povera, qui s'est achevée hier, mais dont vous allez nous rappeler les contours, les enjeux, et puis surtout votre belle amitié. Voilà, chère Audrey, je te laisse la parole. Et très belle soirée à toutes et tous. Bonsoir à toutes et à tous. C'est donc un grand honneur et un grand plaisir ce soir que d'être en si belle compagnie avec Caroline Christophe Bakariev et Giuseppe Pennone. L'Arte Povera est évidemment le dénominateur commun de notre soirée, où on pourrait dire de ces attitudes devenues formes qui voient le jour à la fin des années 60 et qui va trouver sous la houlette d'un jeune critique d'art à l'époque germano-célente son nom en 67. L'Arte Povera, c'est bien sûr le nom consacré au mouvement, mais c'est donc bien sûr le titre de cette exposition qui vient de se terminer hier. Et nous avons donc la chance, Caroline Christophe Bakariev, de vous accueillir. Vous êtes historienne de l'art, curatrice, directrice d'institution et spécialiste internationalement reconnue de l'Arte Povera. Vous publiez dans la revue Flash Art, 20 ans après Germano-Célente, en 1987, un essai majeur sur l'Arte Povera. Et vous publiez également un ouvrage que j'ai mis ici, que les étudiants pourront retrouver à la bibliothèque. Arte Povera, une anthologie chez Phaidon, un ouvrage en tout cas de référence. Vous avez été conservatrice en chef au MoMA PS1. Vous avez consacré énormément d'expositions, plusieurs expositions à l'Arte Povera, mais je crois que ce soir... En tout cas, je voulais en citer quelques-unes très brièvement, et notamment la 16e Biennale de Sydney en 2008, où vous exposez pour la première fois les idées des Pietra, sur lesquelles je pense vous allez revenir ce soir. Vous les avez également exposées, en tout cas une de ces itérations, à la magnifique Documenta de Cassel qu'Alexia vient d'évoquer, la Documenta 13. D'ailleurs, cette œuvre est restée pérenne dans le parc. Vous avez également dirigé le Castello di Rivoli jusqu'en 2023 et vous signez bien sûr, comme on l'a rappelé, l'exposition qu'on a eu la chance de visiter avec beaucoup d'étudiants, Arte Povera, qui bien sûr fait le point sur le mouvement, c'est très protagoniste, mais qui s'inscrit dans une temporalité plus large, et c'est aussi toute la beauté et l'enjeu de l'exposition entre héritage et filiation, et je crois que
la salle ce soir est vraiment éloquente de cette résonance de l'arte povera avec le contemporain, avec la jeune scène contemporaine. Et vous écrivez, je voulais juste citer une phrase qui, à mon avis, est vraiment donne un petit peu la teneur aussi de cette assemblée ce soir. Vous dites dans le catalogue, cette exposition à la Bourse de commerce met en avant la pertinence et l'actualité de l'arte povera dans le monde d'aujourd'hui. Préfigurant de nombreuses convictions actuelles, les artistes de l'arte povera ont compris que l'humain, les organismes biologiques non humains, le minéral et le végétal sont des formes liées par une coévolution symbiotique. L'exposition rappelle également les racines séculaires de l'arte povera dans l'art italien et sud-européen de la région méditerranéenne, bien antérieure à ce que nous appelons communément l'art contemporain. Donc, cette question temporelle, elle est au cœur de l'arte povera, elle est au cœur du travail de Giuseppe Pennone. Et d'ailleurs, vous nous livrez dans le catalogue, dans les pages d'artistes, ce magnifique dessin Tempo qui s'assortit justement d'une réflexion sur cette question du temps. Je ne la lirai pas parce qu'on va essayer d'avancer. Giuseppe Pennone, vous connaissez parfaitement ces murs. Vous avez été chef d'atelier ici. Il y a d'ailleurs quelques anciens de l'atelier Pennone qui sont dans la salle également ce soir, aux Beaux-Arts de Paris entre 1997 et 2012. Vous avez d'ailleurs édité et réédité vos écrits dans cet ouvrage Respirer l'ombre. Respirer l'ombre, c'est aussi le titre d'une de vos pièces que l'on retrouve dans les collections du Centre Pompidou notamment. Donc, cet ouvrage a été réédité par les éditions des Beaux-Arts dans cette belle collection écrits d'artistes en 2021. C'est dans les bois près de Garesio, votre village natal, que vous réalisez à la fin des années 60 vos premiers travaux en intervenant directement sur les arbres, dans les forêts des Alpes-Maritimes. Le geste du toucher et la référence aux éléments naturels, bien sûr, sont omniprésentes dans votre travail. Les mains qui enserrent le tronc d'un arbre et en modifient la croissance, la poutre mise à nu, dévoilant la mémoire de l'arbre qui la constitue, la trace de votre propre peau sur la surface des choses, ou encore l'empreinte du souffle sur un tas de feuilles, sont des gestes qu'on a pu et des œuvres qu'on a pu revoir dans cette exposition récente. Depuis les années 70, vous avez exposé dans de nombreux pays, mais je ne citerai pas la liste, simplement dire, comme je le rappelais, qu'on a la chance de pouvoir toujours, à Paris, voir Respirer l'ombre dans les collections permanentes du Centre Pompidou pour quelques mois encore, je pense. Et dans vos expositions récentes, il y a eu notamment cet important fonds de la donation, suite à la donation que vous aviez faite au Centre Pompidou de dessin en 2022, une exposition qui vous a été consacrée. Et parmi vos dernières expositions, vos sculptures entrent en dialogue avec les chefs-d'œuvre et non des moindres de la Galerie des Offices en 2021 et de la Galerie Borghese à Rome en 2023. Voilà, pour planter rapidement, si je puis me permettre, le décor. C'est donc avec une immense joie que nous vous accueillons ce soir devant un parterre d'étudiants. Bienvenue à vous. Tout d'abord, un grand merci à vous tous qui venez après une longue journée d'études ou de travail nous écouter. Donc, merci à tout le public qui est là. Et merci à l'École des Beaux-Arts qui nous invite et ça me fait grand plaisir parce que je passe beaucoup de temps dans les musées ou dans les expositions et pas assez de temps avec les jeunes et dans les lieux de la education, disons. Et merci à Giuseppe parce que un commissaire d'exposition ne fait rien sans l'art. Il faut la matière, comme dirait un artiste. Et nous existons, nous faisons nos pensées, nous réfléchissons, nous avons des expériences dans les expositions grâce à leur travail. Et les artistes sont parmi les seuls
dans le monde qui ne savent pas s'ils perdent totalement le temps de leur existence ou si ce qu'ils font sera important pour le monde. C'est vrai, on ne peut pas vérifier. Ce n'est pas vérifiable comme une vaccination ou quelque chose d'autre qui est produit par la culture humaine. Donc, il y a un grand risque de jouer son existence sans savoir si ça a benché minimo senso, al di là della propria vita. Mais on espère et ils espèrent. Alors, avant de parler avec Giuseppe, l'introduction très intéressante m'a rappelé que nous avons publié ce dessin au début du catalogue. Et ce dessin et le texte de Giuseppe racontent quelque chose de la genèse de cette exposition, car cette exposition, je voulais l'appeler 300 milioni di anni, 300 millions d'années, mais c'est devenu un exergue parce que c'est trop cryptique pour comprendre qu'est-ce qu'il y aurait dans cette exposition, 300 milioni di anni. Mais c'est le titre d'une œuvre de Giovanni Anselmo, mais c'est aussi donc un sujet, le temps, dont on parle. Et du fait que le temps n'est pas univoque, mais il est pluriel et il est plié et il n'est pas linéaire et les durées sont différentes pour un arbre, un corps, du marbre. Je me rappelle toujours de Giuseppe, tu me disais que la différence entre un corps, par exemple, et du marbre, c'est une temporalité différente, mais ce sont les eaux et les coquillages et tous les carbon-based organisms qui se mettent ensemble. Peut-être ils captent un peu de fer qui est là et ça devient un marbre après une longueur. Et Giuseppe, tu as écrit après un soir dont on était ensemble à Turin et j'expliquais pourquoi je voulais 300 milioni di anni. Tu as expliqué le temps et je vais lire ce que tu as écrit et te demander de nous l'expliquer. Et tu as écrit en italien naturellement, Io ho 77 anni, j'ai 70 ans. Les habitants de l'Europe, dont la moyenne d'âge est de 50 ans, sont environ 740 millions. La perception linéaire du temps, déterminée par ma durée de vie, ajoutée aux 50 ans de 740 millions de personnes, est de 37 milliards d'années et donne lieu à une perception du temps large et diffuse. La somme des 50 ans de vie de 5 millions de personnes est 250 millions d'années. Donc, je pensais que c'était long et il me dit que c'est court. C'est le temps qu'il a fallu au tronc de certains arbres du Triassique pour se fossiliser à cause de l'eau, riche en silicium et en oxyde absorbés par les cellules du bois. Il suffit de quelques minutes pour que les fibres du bois, du papier, absorbent les oxydes de couleur dissous dans l'eau et nous offrent une image du temps. Ecco. Non, j'ai fait une œuvre qui s'appelle Essere Vento, où j'ai refait une graine de sable à l'identique. C'était une vieille idée que j'avais jamais pu réaliser, que j'ai pu réaliser grâce aussi au soutien et au support de l'université de Grenoble et qui m'ont aidé à trouver la façon de le réaliser. Et ces deux grains de sable, je les ai exposés, ils étaient présents dans l'exposition, sur un tronc fossile. Un tronc fossile, c'était du bois, c'était quelque chose de vivant qui est mort, et l'eau est rentrée, en rentrant à l'intérieur des cellules du bois, et a déposé des éléments minéraux qui ont donné une couleur à l'intérieur des oxydes à l'intérieur des cellules et ils ont créé une pierre
et les cellules sont devenues pierre. Mais en même temps, cette pierre est en train de redevenir sable. Et alors, il y a cette idée de circularité de la matière et de la vie sur laquelle j'ai réfléchi. Et à la suite, en pensant au fait que l'eau est rentrée à l'intérieur des cellules du tronc de l'arbre, et un aquarelle, c'est la même chose. Il y a l'eau qui rentre à l'intérieur des fibres du papier, et les couleurs sont des minéraux. C'est un peu le même principe. C'est un geste qui peut durer quelques minutes ou même pas. Et l'autre geste de la nature de rendre le tronc fossile pierre a mis de 150 millions d'années ou 200 millions. Ça dépend des conditions. Oui, et dans le Triassique, il y avait beaucoup d'arbres et ils étaient très élevés et ils étaient beaucoup plus hauts des arbres qu'on a dans la planète aujourd'hui. Et il y avait beaucoup de vie sur la planète il y a 300 millions d'années. Et en plus, il y en a partout de troncs fossiles. Il y a des endroits où ils sont préservés plus que dans d'autres, mais on les retrouve dans des différents lieux dans des différents pays. On les a en Italie, en Arabie, aux États-Unis, sur toute la planète. Et sur toute la planète, on a mis des arbres de Giuseppe Pennone. Et celui que vous voyez de la collection Pinot est une idée de pietra de 2010. Ça m'a fait beaucoup plaisir de le trouver dans la collection, savoir qu'il était dans la collection, car il est fils d'une série d'œuvres que j'ai exposées partout dans le monde avec Giuseppe, parce que pour moi, ce qui me frappe de cette œuvre, c'est que, et je l'ai exposée pour la première fois en Australie, c'est que la planète, si on la tourne, parce qu'on est de l'autre côté et on est debout, on a l'arbre dans la position juste dans le cas où ce ne serait pas des branches, mais des racines qui ont des pierres dedans. Donc, l'abnormalité d'avoir des pierres dans les branches n'est pas du tout abnormal si on le regarde du point de vue australien. Donc, ça m'a fait plaisir. Mais je me demandais, quand j'ai connu Giuseppe, et on a oublié, c'était il y a longtemps, peut-être dans l'époque des années 80, quand il y avait beaucoup de arts qui étaient liés à la peinture et à la Transavanguardia en Italie, à Neue Wilden en Allemagne, Sali, Schnabel et Basquiat en Amérique. Et il y avait ma génération, qui n'est pas la même, il y a un intervalle, nous voulions nous reconnecter avec les années 60. Il n'y avait pas il y avait une sensation de ne pas pouvoir entrer dans le monde de l'art des années 80, qui était caractérisé par des galeries très puissantes, des collectionneurs très puissants. Et les jeunes artistes et les jeunes curateurs, les jeunes critiques d'art pensaient que il y avait une certaine fiction dans cet art. Il y avait comme du néo-bohémien, comme un retour à l'ordre, d'une certaine façon, un retour au passé. Et qu'est-ce qui s'était passé avec les artistes, par contre, des années 60 qui avaient bouleversé l'idée de l'art? Alors, on s'est cherché dans les années, à la deuxième moitié des années 80, et le tentative était de reconnecter des fils entre les générations.
Mais il y a une dizaine d'années après, ou peut-être 15 années d'après, avec Pennone, j'ai retrouvé cette photo en préparant ce PowerPoint. Je voulais l'inviter au Getty, où je faisais un Getty Scholarship après la Documenta, mais Giuseppe n'avait pas d'exposition en ce moment-là à Los Angeles, et donc m'avait décliné l'invitation. Alors j'ai imaginé qu'est-ce qui pourrait te faire venir, même s'il n'y a pas d'exposition, pour faire une lecture au Getty. Et j'ai pensé, il y a le Spiral Jetty, pas trop loin d'ici, de Smithson. Je vais voir. Et j'ai téléphoné et j'ai dit, Giuseppe, mais si tu viens, je t'amène au Spiral Jetty. Elle m'a piégé. Et donc, si vous regardez bien sur le cartel, il y a écrit Spiral Jetty 9 miles. Ouais. Et grâce à cette passion pour le terrain, pour le territoire, pour les œuvres dans le paysage, il est venu et a fait son lecture. Mais la question, les Américains, toi, Spiral Jetty, Smithson, ton travail avec la so-called nature, son travail, le sens d'un temps long dans Smithson, The Dinosaurs, le sens d'un temps long dans ton travail. Pourquoi tu voulais voir le Spiral Jetty? Et qu'est-ce que tu te rappelles du Spiral Jetty avec cette visite? C'était une œuvre que je connaissais. Bien sûr. C'était une œuvre qui avait eu une diffusion immédiate quand il l'a réalisée. Et moi, j'avais jamais eu occasion de le voir. Elle m'a piégé dans le sens qu'elle m'a invité à Los Angeles pour cette conversation. Et en me disant qu'après on va voir Spiral Jetty. Et moi, je n'ai pas réalisé que Spiral Jetty est assez proche. À Salt Lake. C'était. Qui est 2 heures d'avion. D'avion. Oui. Mais c'est assez proche quand même. Oui, c'est. Alors, j'ai fait un voyage de combien d'heures d'Italie à 16 heures. 15 heures de vol pour aller pour une demi-heure de conversation et après 3 heures pour aller voir le Paraguay. Le lendemain. C'était beau parce qu'il y avait, vous devez savoir qu'en effet, Caroline, elle avait un intérêt qui c'était elle qui voulait aller voir le Paraguay. Parce qu'elle était en train de préparer la Biennale de Sydney. Elle était intéressée aux cristaux de sel qu'il y a dans le lac. Oui, c'est vrai. Parce que dans la terre du lac, et quand on l'a visité, il n'y avait pas beaucoup d'eau. On retrouve c'est comme des lames de sel. C'est très beau, c'est des objets fantastiques. Et elle était intéressée à ça parce qu'elle avait idée mais pas Sydney, c'était l'exposition de Istanbul, la Biennale d'Istanbul. Saltwater. Oui, et je l'ai fait après. Donc, on a fait des recherches ensemble. Oui. Mais de ton point de vue, quel est le sens J'ai appris à me méfier de Carole. Mais ayant vu le Spiral Jetty un peu emerged, c'était pas submergé. Il n'y avait pas d'eau. Qu'est-ce que tu as pensé? Je t'ai regardé quand tu marchais seul vers le centre du Spiral Jetty. Non, mais c'est un lieu qui est magique parce qu'il y a l'eau qui a, à cause du sel, elle a une couleur incroyable, une couleur violet, rose. Je pense que Smithson a choisi cet endroit pour la beauté du lieu et aussi pour le fait qu'il n'est pas un lieu romantique sur un certain point de vue, parce que le paysage est assez dur, pas très agréable comme paysage. Et lui, il a utilisé les pierres qu'il a pris sur le côté du lac pour réaliser son œuvre. Non, c'était intéressant pour ça. Le propos moi, je connaissais le travail par les livres de Smithson. Et à cette époque-là, moi, j'avais fait
je parle des années 60, j'avais pensé de faire des travaux à l'extérieur, dans la nature, et aussi parce que c'était un territoire qui était, sur un certain point de vue, vierge. Mais c'était avant Smithson. Oui, Smithson, c'était avant. Oui. Non, tu étais avant. Ah oui? Bien sûr. Non, je sais. 2 ans. 68. Non, mais en tout È un cas, anno prima le Alpi marittime. oui, mais c'est intéressant comparer. Il y avait un intérêt vis-à-vis du paysage Oui. qui était quelque chose qui avait été oublié pendant tout le La modernité. XXe siècle. Et ça, c'était, en principe, il y avait un espace de travail qui était disponible et qui pouvait marquer facilement l'imagination des gens, même s'il y avait beaucoup de comment dire, de diffidenza, Diffidenza. Méfiance vis-à-vis d'un rapport avec la nature à cause du romanticisme, à cause de la vision romantique. Ne pas vouloir faire ça. Mais la grande différence entre ton travail et le sien, c'est deux éléments, je peux les dire? Je peux dire ce que je pense. Oui, ok, je vais dire les différences après. après, elle va dire. Non, je pense que la différence qu'il y avait entre mon idée, c'était le rapport du corps, c'était un rapport de la dimension de l'homme vis-à-vis de ce qui l'entourait, et chose très différente de la land art qui était au contraire une vision d'un rapport de l'homme qui intervenait dans la nature avec un geste qui était des gestes d'image, surtout d'image. D'une image vue du ciel. C'est une image cosmique, mais c'est aussi le même moment où il y a le moon landing. Donc c'est aussi cette image qui est assez une image autoritaire, parce que c'est fait par un œil qui est détaché, comme un Salvator Mundi, avec son... C'était aussi le moment où ils avaient vu pour les satellites. Les dessins... Dans les déserts, pas les déserts, les déserts. Oui, donc il y a une question de perspective, parce que la perspective est depuis en bas par rapport à depuis en haut, dans Smithson, dans ton travail, mais il y a aussi la question de l'équilibre entre ce que fait l'artiste, ce que fait l'être humain, et ce que fait le non-humain, le plus que humain, qui est équilibré dans ton désir. Tu vois une sorte de collaboration entre ce que est l'agency des arbres et l'agency de l'artiste. Oui, et Smithson impose une image paritaire avec les éléments que j'ai paritaire. Yeah. Smithson n'était pas paritaire dans ce geste. Non, pas du tout. Mais c'est un peu... Mais c'est très beau quand même. C'était, pour rajouter quelque chose sur l'idée de la land art, moi je pense qu'il y avait un lien très fort avec la vision de Malevich, l'abstraction de Malevich, c'est comme la réalité vue par l'eau. Cosmique. Une vision cosmique. Une vision cosmique. Et donc on retourne à Paris, à l'arbre, et on a des belles photos aussi. Mais l'arbre, cette idée di pietra qui te vient dans l'esprit, ah non, on devait d'abord montrer la structure de l'exposition et puis je pose la question. Ok, donc je vais faire simplement un tour pour comprendre, pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de venir, comment était structurée l'exposition. Donc c'était très important d'avoir une œuvre dehors, ou plusieurs œuvres dehors, et l'arbre de Giuseppe Pennone qui est d'un côté pas spectaculaire du tout, jusqu'à ce qu'on ne se rende pas compte que c'est pas normal qu'il y ait
des pierres dans les arbres, mais ce n'est pas spectaculaire en soi. Et les chiens pensent que c'est un arbre normal. Mais il fallait aussi qu'il y ait une façade derrière, qu'on puisse casser l'idée d'une façade privilégiée à la bourse. Et donc, j'ai voulu aussi juxtaposer cette idée de l'entrée avec l'arbre de Giuseppe. Ah, je croyais que c'était un autre chien. Avec Mario Merz et les numéros Fibonacci, que fortunately, il y avait dans le estate de Mario Merz une suite de Fibonacci disponible, et il y avait un dessin de Mario qu'il avait fait pour le Guggenheim, mais qui n'avait pas été réalisé au Guggenheim. Donc, seulement, ça c'est pour ceux de vous qui veulent faire les commissaires d'exposition d'une façon qui est aussi un peu scholarly, un peu scientifique. Seulement grâce au fait qu'il y a ce dessin, j'ai pu mettre les numéros Fibonacci en cercle autour d'un édifice. Parce que si Mario Merz ne l'aurait jamais fait et ne l'aurait jamais dessiné comme projet, et s'il n'y avait pas une suite déjà de physique, œuvre de lumière dans l'archive de l'estate, on n'aurait pas pu faire ça. Donc, selon moi, mon idée, parce que la question de l'authenticité ou pas dans l'arte povera est une question très, très importante. Certaines choses sont des simples matériaux qui peuvent être substitués et cela ne change pas l'œuvre. Par exemple, d'ailleurs, cela rend l'œuvre œuvre. Par exemple, la laitue de Anselmo. Et certains matériaux ne peuvent pas être substitués. Et il faut regarder l'intention de l'artiste pour comprendre dans chaque cas si c'est possible de réinstaller une œuvre ou pas et comment la réinstaller. On entre dans la bourse et il y a le centre que j'ai dédié à une sorte de subjectivité collective en prenant inspiration par le Deposito d'Arte Presente qui d'ailleurs est le lieu à Turin où Giuseppe a exposé pour la première fois en 68. Oui, c'était une exposition. C'était un espace qui était ouvert à l'expérimentation en général et où il y avait de temps en temps des expositions ou des rencontres. Je rappelle qu'il y avait aussi devenu Pasolini. Il avait été contesté aussi. Oui, par vous, les artistes. Les artistes, oui. Et, non, mais c'était un espace où les œuvres dialoguaient entre elles, parce qu'il y avait un artiste qui installait une chose et il y en avait un autre qui installait son œuvre en dialogue ou en opposition. Et il y avait une sorte de tension dans l'espace. Et d'improvisation, disons. Aussi d'improvisation, parce que c'était... Qui est très humain comme question. C'était aussi l'idée d'une œuvre qui n'est pas figée, qui peut être différente chaque fois, selon l'espace. C'est un peu comme l'idée aussi des œuvres d'Anselme, où il y a la laitue, la salade, ou la viande. Il avait mis aussi, oui, d'abord la viande, mais... steak. Et là, c'était l'idée de rendre l'œuvre, de participer à l'œuvre. Pour que l'œuvre existe, il faut s'en occuper. Alors, il y avait un dialogue avec les fruiteurs de l'œuvre. Et dans cette idée de flexibilité de l'œuvre, dans l'espace, dans le temps, était un des principes un peu de l'arte pauvre, qui était la chose de casser les règles, les conventions sur l'art. Oui, et une des attitudes était celle de l'horizontalité, de développer une forme d'horizontalité qui aurait englobé les spectateurs et qui devait, comme tu dis, care for the work. Donc,
ce n'est pas question à l'époque de mettre des distanziatori, quel est le nom? Les mises à distance, mais c'est de responsabiliser le spectateur par rapport à comment il se bouge dans l'espace. Donc, c'est une prise de conscience proprioceptive et phénoménologique du spectateur, qui aujourd'hui, avec les portables, c'est impossible parce que tout le monde tomberait sur les œuvres, les casserait. Donc, il y a aussi une grande différence qu'à l'époque, il y avait très petit nombre de personnes qui étaient intéressées, qui visitaient les expositions. Aujourd'hui, c'est très différent. Beaucoup. Oui, donc la question de l'attention. Et dans la rotonde, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait exposer des œuvres parmi les premières et des œuvres plus récentes de chaque artiste, parce que la pensée de l'arte povera est une pensée sur la vitalité continuelle et pas, ce n'est pas une pensée qui veut qu'on termine une exposition avec la dernière exposition faite par Celant avec le nom Arte Povera. Donc, il était important de juxtaposer le deposito d'arte presente, ça devait arriver au présent maintenant, le presente de maintenant. Et donc, Giuseppe a choisi je crois que c'est c'est moi qui a décidé le premier arbre et tu as décidé le second. Je me rappelle pas. Il primo albero l'ho proposto io e tu hai proposto il secondo. Quello di Versailles. Non, il y avait eu... Non, je pense que c'était toi qui avais proposé. Moi, j'avais proposé. Well, en tous les cas... Une œuvre qui ne pouvait pas être installée pour des problèmes techniques. Non, ça, tu l'as proposé. Le grand arbre de Versailles, quello l'hai proposto tu. No, ma io ti ho proposto questo, poi sostituito. Si. Mais le premier arbre, donc ce que vous voyez dans cet espace, est parfois la première œuvre d'une série d'œuvres faites par un artiste. Il y en a plusieurs de cas de ce cas. Et un des cas est ce que vous voyez comme une tige sur le mur au fond, è effettivement il primo albero che hai realizzato, di cui parleremo fra un momento perché parleremo di ogni opera. Et ceci a été mis ensemble avec l'albero porta. Et puis, de la rotonde, on va en parler. Depuis la rotonde, il y avait comme des lignes de fuite qui allaient vers les différentes galeries. Et Giuseppe a eu la galerie plus belle parce que il y a plus de lumière, parce que les œuvres sont très élevées. Donc, c'est très bien de faire des œuvres très élevées. Comme ça, on a des espaces très beaux pour les exposer. Et je voulais que vous voyiez un peu la juxtaposition entre les œuvres, des œuvres plus conceptuelles comme le projecteur de diapositive qui projette le rovesciare i propri occhi sur la gauche, avec des œuvres plus sensuelles comme les gesti tipici où les plantes sont censées croître ensemble avec les figures qui s'y trouvent. Une vue de la même salle de l'autre côté avec les premiers Alpi Marittimi, les gestes dont on parlait dans le paysage avant Smithson, et 3 arbres qui ont survécu des gesti tipici dont on va parler. Un autre point de vue sur l'exposition avec une œuvre très fragile, très délicate, qui est le soffio de foglie, avec les feuilles avec l'impression du corps de l'artiste. On est à la fin des années 70 et à votre gauche, le soffio dans la terre cuite qui est basé sur un certain nombre d'impressions du corps, un autre arbre et un travail noir, grand, très énigmatique dont on va parler maintenant en
particulier. Alors, j'aimerais, parce qu'on est dans un lieu d'étude, je pensais que c'était bien de les regarder de façon historique et pas comme je les ai exposés de façon associative. Donc, prenons les Alpi Marittime, qui sont les 6 gestes, actions dans le paysage en 1968. 68. Publié en 69 par Germano Celant. Qu'est-ce que c'est? Non, c'était mon intérêt a été toujours la sculpture et c'était à l'époque c'était une réflexion, c'était sur une idée de radicalité d'un côté et de réduction au minimum de l'image. C'était là, il y avait l'art minimal qui était très présente dans la réflexion des artistes. Et mon idée a été celle de travailler avec des éléments, de mettre en relation mon corps avec ce qui m'entourait d'une façon paritaire avec les éléments qui étaient autour de moi mais avec des gestes très très simples et minimaux. Un des gestes plus minimal et plus simples dans la sculpture, c'est de prendre un morceau de terre et de lui donner la forme, le négatif de la main. Ce négatif de la main, c'est un geste plus essentiel et qui appartient à tout le monde, fait avec une matière comme l'arbre, qui on considère une matière solide, parce qu'on le voit, on a une vision de l'arbre qui ne correspond pas à la vie de l'arbre, à l'évolution de l'arbre. J'ai compris, ou bien j'ai indiqué, que l'arbre était une matière fluide qui pouvait être modelée comme de la terre glaise. C'était ça en acceptant sa temporalité, donc en mettant la main pour longtemps. Oui, et c'est le problème, c'était justement, pour un instant, je pouvais rester avec ma main, j'aurais empêché, ma force aurait pu empêcher la croissance. La question qui était différente, c'était l'impossibilité de rester longtemps avec dans cette position. Alors, il y a eu la substitution de ma main avec un modèle de main que j'ai fait dans 2 temps différents. Le premier temps, j'ai fait, dans l'urgence de l'idée, j'ai fait une main avec du fil de fer, c'est ce qu'on voit sur les photos de Germano Celant. Et dès que j'ai pu, j'ai fait le moulage de la main que j'ai mis à l'arbre. Je l'ai fait en acier et en bronze. Un autre geste très simple et d'ailleurs très connu parmi les gens qui s'occupent des forêts, c'est de mettre 3 petits arbres ensemble pour qu'ils deviennent un corps unique. Oui. Et donc, ça, c'est un des Ça, c'est une autre gestes. action. C'est seulement d'entrelacer 3 oui. 3 arbres. Après, il y avait une autre... Et les arbres qui sont là sont les arbres qui ont été travaillés dans le 68 et qui ont été coupés, je ne sais plus la date exacte. Dans les années 80. 80, parce qu'il y avait une 85, je crois. Une autoroute. Non, pas une autoroute. C'était l'électricité. Ils ont demandé de couper les arbres, on a dû les couper. Et l'autre qui... Mais celui-ci est très important. Il est dans l'exposition parce que cet arbre, de 68 à 85, a été entrelacé et est devenu un arbre. Oui, un seul arbre. Oui, parce que c'est quelque chose qui arrive normalement dans la forêt. Oui, mais c'est quand même incroyable. C'est devenu maintenant une œuvre qui est faite en collaboration parce qu'il a vécu les 25 ans
tout seul à faire ce que tu as fait avec le geste. È bellissimo. Va bene. Oui. En tout cas, c'est toutes des heures qui ont été, ou bien là, il y en a un autre où il y avait le contour de mon corps qui était marqué à l'intérieur de l'arbre. L'arbre a retenu, a mémorisé le contact de mon corps. Ou bien, s'il y en a une autre que j'avais mis en spirale des fils de fer. C'est celui-là. Oui. Celui-là, Si, qui si vede dans de tutte le fer righe. avec de petits plombs. Le nombre de petits plombs était mon âge. Et en plus, j'ai mis, comme on était près de prochaine année, et l'idée c'était de le faire, de continuer à mettre les petits plombs dans le fil de fer, je n'ai mis un en plus. Alors il y en a en plus par rapport à la date de l'œuvre. Mais et là aussi, il y avait aussi l'idée que la processus de l'arbre est en spirale et souvent quand l'arbre est foudroyé, le foudre, il suit, il descend en spirale autour de l'arbre jusqu'au sol. Là, il y avait Une des choses cette réflexion sur la croissance de l'arbre et d'autres éléments qui font partie de la nature, mais qui sont apparemment très différents, mais qui après tout, on peut les rapprocher. Une des choses à laquelle j'ai souvent réfléchi, c'est que ton art, en particulier, mais l'arte povera en général, de différents points de vue, est venu dans une société d'une très rapide urbanisation après la Seconde Guerre mondiale et après les destructions, les bombardements, les destructions des villes. Et il n'y avait pas une bourgeoisie aussi articulée comme dans le nord de l'Europe. Il y avait une société encore plutôt rurale qui a été très rapidement envoyée vers les usines Fiat et tout ça. Et quand on pense à le développement de la Fiat ou le développement de l'industrie du Miracolo Italiano, et à vous, cela semble être aussi un tentative de renouer des liens avec d'autres formes de rapport avec la vie et le travail. Mais c'était mettre en évidence cette contradiction qu'il y avait. Parce que le village où je suis né et j'ai vécu, c'était un village il y avait des petits villages autour où la vie se déroulait probablement comme elle aurait pu se dérouler il y a 100, 200, 300 ans avant. L'électricité dans certains villages était arrivée ou peut-être pas encore. C'était une situation très contradictoire de ce qui était en train de se développer dans la ville. C'était des gens habitués à travailler 14-15 heures par jour et dès qu'on lui proposait de travailler 8 heures dans l'usine et gagner beaucoup plus, et ils étaient prêts à le faire et trouvaient ça rigolo presque. On te paye pour bouger petites choses. Et sans penser qu'ils perdaient beaucoup sur un point de vue culturel en changeant de vie. Qu'ils avaient une vie qui était liée à la nature, à la connaissance de la nature, à l'élevage des animaux, à connaissance d'un rapport réel avec ce qui les la croissance, avec la croissance. Pour entrer dans une idée d'un travail qui était abstrait sur un certain point de vue. Et aliéné par rapport à... aliéné par rapport à ça. Donc, tu prends une poutre industrielle coupée pour faire des constructions dans la ville et tu la ramènes à l'arrière
à l'arbre. Oui, ben, C'est une réaction. ça a été un peu une conséquence logique du travail que j'avais fait où j'avais mis la main sur l'arbre. J'ai pensé que peut-être dans le bois, dans le futur, j'aurais pu retrouver le moment du geste à l'intérieur de la matière de l'arbre. Et j'avais pensé ça, mais c'était pas évident. Et après, en regardant un morceau de bois, je compris que le nœud était une section d'une branche. Et à partir de ça, je pensais que peut-être j'aurais pu retrouver la forme de l'arbre à l'intérieur de la poutre. Ça a été un geste. À un âge plus tôt. Un âge assez. Et ça a été une œuvre qui a tout de suite créé un intérêt parce que c'était aussi le moment de la minimal art. Et il y avait des artistes qui utilisaient des morceaux de bois pour leur expression. Et moi, je retrouvais une forme qui était organique, qui était figuration à l'intérieur de la matière du bois qui a été abstrait. Mais c'est révolutionnaire dans le sens où ce n'est pas imposer une figuration. Tu n'as pas pris du bois et sculpté la forme d'un arbre. Donc, c'est suivi. Ce n'est pas de la figuration. Non, c'est pas de la figuration, mais après tout, c'est de la figuration. C'est une image. C'est un peu une tautologie, sur un certain point. C'est l'impossibilité d'éliminer la figuration dans la standardisation de la poutre. Mais c'est comme ça. Donc aussi dans l'âme d'un être humain qui est aliéné dans la usine à faire comme ça, dedans il y a l'arbre. Oui. Même s'il a un suit comme Francis Bacon, men in suits, under the suit. Well, ok. Et ici on voit, j'ai voulu exposer comment le processus se passe et cette technique artistique est devenue un geste performatif. Il y a des années après à Munich. Dans les photos qu'il y a là, oui, parce que c'était un espace d'exposition et de performance qui était à Munich. Aktionsraum. Aktionsraum. Et on m'a invité à faire quelque chose dans ce lieu. 71. 71 ou 72. 70, non. Non. Si. Bon. Il faut regarder la didascalie. Tu es sûr? 70, peut-être. Anyway, c'est 30 secondes sur le Google. Et moi, je pensais de réaliser une œuvre, au lieu d'utiliser l'espace comme une action, où l'action, la performance était la réalisation de l'œuvre. Alors, on a amené une poutre de 12 mètres à l'intérieur de l'espace et je l'ai travaillé. Après, il a été exposé et c'était un espace qui était ouvert au public. 70. 90. 70. 70. You are right. 70, vous avez raison. Et la chose extraordinaire de cette œuvre, ça a été que Pontus Hultin, il l'a vu, pas quand j'étais là, mais après que moi j'étais déjà parti, et il l'a acheté pour le Moderne Musée. Pour le Moderne Musée de Stockholm. Ça a été la première œuvre qui est rentrée dans un musée. Moi, j'étais très content parce que surtout, je savais pas quoi faire avec. la ramener en Italie, c'était cher et au contraire, là, c'est vraiment une chose incroyable. Et puis, au lieu de toi qui enlève le bois autour des nœuds pour révéler la branche, tu as mis l'alphabet dans un long baguette, puisqu'on est à Paris. Oui, c'est un peu la même action que je faisais en suivant la forme de l'arbre à l'intérieur du bois. Les oiseaux, ils le font en mangeant le pain et ils apprennent à écrire. Ils auraient appris à écrire. D'abord, comme une œuvre, c'était un long pain chez Sperone, sur le toit, la terrasse de la... 2 mètres de long. Et puis, en 72, avec Persano, les premiers multiples, une idée de Giorgio Persano démocratique de donner de l'accès
aux œuvres à des prix un peu moins élevés. Ouais, mais il n'y avait pas de marché à effet. Oui, peut-être pour vendre quelque chose. Oui, Alors, peut-être. Peut-être. Et il a inventé, parce que il produisait avant des multiples qui n'étaient pas des multiples, qui étaient des reproductions de tableaux de Liechtenstein ou d'autres pour vendre quelque chose. Et à un certain moment, il a pensé, mais il faudrait que ça ne soit pas une reproduction d'une œuvre, mais que ça soit pensé comme une œuvre. Oui, en soi. ce genre de personne a demandé aux artistes de faire, et on a pensé de faire des œuvres avec la structure de l'édition. Oui, mais ce n'est pas un détail du point de vue politique dans l'art, ce moment du développement du multiple. En tout cas, c'était quelque chose qui était très limité parce que c'était difficile. Alors, il y avait aussi des frais pour la production, il n'y avait pas de moyens pour le faire. Alors, c'était des éditions de très petits nombres. Je sais, 20, je crois 20. Oui, 15, 20, ça dépend des pièces. Et puis, en 70, même année de Axensraum, peut-être l'œuvre plus iconique à côté de l'arbre, qui est Rovesciare i propri occhi. La première fois que tu l'as exposé était avec un projecteur de diapositives. Et on a après vu différentes itérations. Et puis, tu es retourné à le projecteur de diapositives à Sydney, à la Biennale. Oui. Mais ce que c'est l'œuvre, en résumé avant, donc, moi je le dis toujours que c'est offrir à qui regarde ce que tu aurais vu, oui, ton champ de vision, si tu ne t'es pas rendu aveugle. C'est quand même généreux. Non, c'était l'idée de réfléchir, renvoyer Oui. À l'extérieur ce que j'aurais dû voir. Oui. En faisant ça, j'étais aveugle et quand on ferme les yeux, le volume du corps, il est clair. Il y a une définition du corps. C'est vrai. Dans l'espace. Et il devient sculpture, d'un certain point de vue, le corps. C'était sur cette sorte de réflexion que j'ai fait cette pièce. Sur la réflexion. C'est une pièce que j'ai fait je pensais de faire une série de diapos qui étaient projetées avec un carrousel et je l'ai présenté la première fois au public à Rome, une rencontre internationale. Et dans ce cas, j'avais aussi. C'était aussi performatif. Tu avais ça dans la galerie. Les lentilles sur les yeux. C'était une exposition qui durait une soirée seulement. C'est un des œuvres pour moi plus importantes. Donner notre champ de vision et en le faisant renoncer à voir. C'est comme si, même étant sur le thème de la réflexion, c'est une œuvre qui contredit complètement la question narcissique de Narciso. Il faudrait faire une exposition avec le Caravaggio, le Narciso di Caravaggio et ça. Et tous les deux, vous avez une concentration sur l'espace liminal de la peau, la pellicule, le lieu de l'œil où la lumière touche. Et il y a une ligne, une matière dans le lieu où la lumière touche, qui est comme une peau. Mais ce n'est pas une peau qui fait une impression dans le sens de Rosalind Krauss, du indexical, cette idée de l'indexical, mais c'est le lieu vertigineux où on peut tomber dans le dans le problème de Narciso, du narcissisme, une sorte de stade du miroir. Mais ce n'est pas ça, c'est un renversement du regard. Hein? Non, capito. J'ai pas compris. C'est pas grave.
C'est pas grave. Ça fait tutto l'artista. Comunque, a me piace molto questa opera perché questo dono dello sguardo, il dono. Qu'est-ce que ça te fait penser, l'œuvre et le don? Donare. Donare, quand on fait une œuvre, l'artiste il donne l'œuvre à soi-même d'abord, Ok. parce que c'est le plaisir de le faire, et il partage avec les autres ce moment, le moment de ce bonheur. Je pense que c'est ça qui est... Et après, il y a aussi une autre chose qui arrive quand tu fais une œuvre, tu l'as fait pour des raisons, comme j'ai fait pour cette œuvre-là, et après l'œuvre, elle a une signification, elle prend sa propre identité. Autonome. Autonome. Et c'est important que l'artiste arrive à comprendre ce qu'il a fait, parce que c'est seulement avec cet effort elle arrivera à faire une autre œuvre. Aha. Sinon, Donc, l'interprétation du public est importante pour pouvoir chiudere un'opera en faire une autre. Et aussi la réflexion sur ce qui est devenu l'œuvre pour... Mais la genèse, tu parles jamais de la genèse des œuvres après les Alpes-Maritimes. Comment ça s'est venu à l'esprit? Tu as songé ça? Was it a dream? Non, Come ti è venuto in mente? moi je vois une continuité entre les œuvres dans le sens que si tu penses aux actions sur les arbres qui étaient basées sur le toucher, sur l'idée de la peau, d'envelopper l'espace avec sa propre peau, et cette œuvre-là, il y a un lien parce que c'était l'idée de fermer son propre corps et de le définir comme volume, et dans ce cas, le limite du corps avec l'extérieur, c'est la peau. Mais comment, do you remember, comment ça t'est venu à l'esprit? Domani faccio le lenti a contatto. No, Come ti è venuto in mente? Ma Ti ricordi? j'ai élaboré, je ne sais pas, probablement pour plusieurs jours, les idées. C'est un problème de synthèse qui quelquefois arrive tout de suite, et d'autres fois tu as besoin beaucoup d'élaborer pour très longtemps la synthèse de l'œuvre. Okay. Étant donné l'heure, je vais pas parler et je montre les images, et if you want to stop, you stop on one. Non, sur cette œuvre-là, on peut dire quelque chose parce que c'est une œuvre qui est faite encore une fois avec les végétaux, avec le végétal, avec les pommes de terre. L'idée, c'était de réaliser une œuvre de sculpture sans la voir et sans la toucher. Alors, j'ai mis des empreintes du visage fait en résine à côté d'une pomme de terre qui était en train de se développer. J'ai recouvert la pomme de terre, et après je les ai ramassées, et sur une centaine de moulages, j'ai eu seulement 5 pommes de terre qui avaient une forme anthropomorphe. C'était une œuvre que je voulais faire parce que c'était fascinant de penser à l'idée du sous-sol et au rappel anthropomorphe que nous avons quand on regarde des racines. Quand on regarde les racines du ginseng, mais sur les autres arbres, il y a toujours un côté qui est et aussi mythologique. Projection. Mythologique. Oui, parce que c'est l'idée d'une quelque chose qui c'est une germination, c'est l'idée de la mandragora aussi. Il y avait cette fascination sur ce sujet, et c'est comme ça qu'est née l'œuvre. Et là, au contraire, c'est une œuvre sur l'idée du souffle, c'est un volume qu'on peut définir comme sculpture et qui nous accompagne pour toute la vie. Et je voulais indiquer ça en visualiser l'espace que je prends quand je respire. Oui, c'est parce que c'est un volume d'air que tu s'est injecté dans l'air qui l'entoure.
Et c'est un peu la même chose qu'on fait que là, s'il y a des étudiants et des jeunes artistes qui travaillent le plâtre, c'est quand on verse le plâtre dans un moulage et après pour obtenir le modèle et après on casse le moulage pour le retrouver. Alors c'est un peu le principe aussi technique de la sculpture, ça c'est une réflexion. Mais tu exposes le moulage d'une certaine façon. Oui, C'est faire le contraire de ce que ferait non, mais un l'idée artiste. du souffle, non, c'est... Non, oui, mais ici, si tu faisais un moulage de ton corps, on aurait rempli après, fait le bronze des morceaux de ton corps. Mais au lieu de faire ça, tu as exposé l'espace vide de l'air que tu respires. Oui. Cioè, assomiglia a un calco più che a un... Non, ben là ça a été fait avec un moulage du corps qui a été et le vase que j'ai réalisé. C'est pas moi. No, lo credo. È mio. No, io mi suona. Non importa. No. Ma è legato a questo, è un peu lié à ça aussi. L'empreinte du corps, ici, l'empreinte du corps, ici, l'empreinte du corps et de la bouche et de l'intérieur de la bouche pour faire un moulage du souffle. Oui, c'est le contraire. Cette œuvre-là, le souffle intercuite, c'était aussi un travail de synthèse dans le sens que je pensais au qui souffle le verre. Oui. C'est une forme plus ou moins comme ça, mais c'est aussi une forme qui est anthropomorphe. C'est une forme du corps. Et dans cette œuvre-là, il y a un aspect qui est le positif du vase, qui devient comme une maternité sur un certain point de vue, et le négatif du corps, c'est comme une absence. Oui. Alors, c'est comme deux éléments. Et Essere Fiume 81, on est à l'ancêtre des deux graines de sable. Oui, la première idée, c'était ça. C'était une idée qui est née à partir de la réflexion sur le travail qu'on fait quand on fait une sculpture en pierre. On casse la matière, il faut la polir et on utilise la sable ou bien des pierres qui sont abrasives pour le réaliser. Et c'est quelque chose qui est très près à ceux qui arrivent à une pierre quand elle est à l'intérieur d'une rivière. Et j'ai pensé de faire, de prendre une pierre dans le fleuve, de remonter le fleuve jusqu'où il y avait une carrière de la même pierre, prendre un bloc et de le travailler comme à la forme de la pierre du fleuve. Et c'est de devenir fleuve sur un certain point. Ça, c'est le titre. Que tu deviennes fleuve. Et oui, dans ce sens, oui, parce que c'est une répétition. Et les gestes végétaux? Les gestes végétaux, c'est des formes qui sont anthropomorphes, c'est comme des écorces d'un corps et qui est rempli par la végétation. Et c'est un peu, si tu veux, comme la main qui ferme la croissance de l'arbre. Et puis, spoglia d'oro su spine d'acaccia. Occhio. C'est l'idée c'est une empreinte. Et on est en 2002. Oui, c'est une empreinte, et le point de contact de l'empreinte de sensibilité de la peau qui a donné l'image est répété avec des... C'est la peau autour d'un œil. Oui, de la peau du visage, de l'œil, de la paupière. Et répété avec des épines d'acacia, qui est matière qui perce la peau. Et ça peut ramener à l'idée de la sensibilité, de point de sensibilité qu'il y a dans la peau quand on touche quelque chose. 2002, de l'or, Arte Povera. Arte Povera, qu'est-ce qui s'est passé? Arte Povera n'a jamais, mais l'or, en effet, c'est pas quelque chose de cher. C'est plus cher le travail d'un maçon que feuille d'or.
et vous considérez ce qui coûte le travail de l'homme par rapport à la matière de l'os, c'est pas, Mais c'est quand il n'y a même, pas de comparaison. c'est quand même un matériel Non, ben, c'est qui a des associations différentes. Oui, non, il y a l'association à la richesse, mais il y a l'association à la lumière. Peinture, à la lumière. Oui. Surtout à la lumière et à la À la sensibilité. peinture de Fondioro, de 1300-1400. Aussi, mais dans ce cas, l'or, c'est parce que on voit peut-être pas bien, mais c'est une lame d'or qui est battue et qui a l'empreinte de la peau en positif et en négatif. C'est comme un morceau de peau qui est détaché du corps. Et c'est quelque chose qui est possible avec l'or parce que c'est très malléable. Alors c'est l'intérêt, c'est aussi par rapport aux qualités de matériaux. Ça, c'est toujours présent dans la sculpture, mais c'était présent aussi pour tous les artistes de l'arte pauvre. C'était pas des matériaux qui étaient choisis par hasard. Non, bien sûr. Et ce matériel, questo è carboncino, graffite. C'est une empreinte d'une. Ça, c'est encore une fois une empreinte. C'est une idée d'image aveugle, dans le sens que c'est l'empreinte. Quand on touche quelque chose, on ferme les yeux, on n'a pas une dimension exacte de ce qu'on touche. De toucher n'a pas vraiment une dimension. La concentration qu'on peut avoir dans la compréhension de la surface n'a pas une limite réelle. Et dans ce sens, j'ai réalisé cette œuvre qui est un grand dessin fait avec de la graphite dessinée sur un fond noir qui reprend l'image d'une empreinte d'une bouche. Mais c'est une image photographique ou c'est... Non, c'est pas une image... Donc c'est toujours avec le scotch comme tu fais normalement. Non, ça n'est pas fait avec du scotch, mais c'est fait avec une résine que j'ai mis sur la bouche, après j'ai enlevé et c'était une projection à travers Donc c'est une grande projection et then le dessin. Exactement. En tous les cas, quand on compare ça avec les Sophia di Foglie 78, ça c'est une œuvre qui t'appartient, Sophia di Foglie. Ça, non, c'est dans une collection. C'est 2007. On a parlé de cette question, de l'utopie de l'arte povera et de la difficulté qu'elle puisse exister après cette époque utopique et le fait que ça a changé quelque chose dans tes techniques. La question de la permanence et l'impermanence, la cura dell'opera est venuta meno. Oui, moi je pense que quand on fait quelque chose, c'est la même chose pour celui qui écrit, pour celui qui fait sa propre maison avec ses propres mains, ou par un sculpteur, par un artiste, c'est de faire quelque chose qui dépasse sa vie. Et dans ce sens, il y a un problème qui est présent c'est la persistance de l'œuvre. L'œuvre éphémère, c'est une œuvre qui n'a pas possibilité d'existence au-delà de la vie de l'artiste. Ou bien on peut le rendre, mais il faut la structurer. Il faut qu'il y ait une structure qui continue. Je pense au cercle de sable des Japonais, dans les jardins japonais, par exemple. Il y a une structure qui c'est le monastère, qui est avec des gens qui font ça chaque jour. Et pour un artiste individuel, ça devient vraiment très compliqué. Mais il y a, pour la persistance, la continuité de l'existence après la mort, c'est ridicule, hein, si on réfléchit. Ça, c'est vraiment ridicule, c'est très naïf. Mais c'est ce qui nous pousse à faire toute notre action. Était l'idée de la vitalité qu'on a et ce qui nous intéresse, la procréation aussi.
Et pour rendre possible la continuation de l'existence des œuvres, il y a aujourd'hui les musées. Et il y a les institutions il y a le collectionneur qui s'occupe de ça et qui préserve les œuvres plus que les artistes. Ça fait partie d'un ensemble. C'est pas. Alors, il peut y avoir une contradiction vis-à-vis de certaines idées des années 60, mais c'était quand on est jeune, on est éternel. Après, on devient moins éternel. Ça, c'est quelques images de Idee di Pietra dans les autres lieux, près de Rivoli, du Castello di Rivoli à Venaria, la première installation, à Sydney en 2008, à Kassel en 2012. Et de ça, on a parlé, et de Essere Vento, on a parlé aussi. Oui, on a parlé au début. Des petits... Et maintenant, pour finir, pour terminer, je voulais faire 2 petites questions, remarques sur d'autres aspects de cette exposition, parce que les expositions ont différents niveaux. Et parfois, un commissaire d'exposition cache des choses dans des expositions, parce qu'on le voit, c'est des temporalités différentes. On peut le trouver après. C'est pas nécessaire de le savoir tout de suite. Il y a comme des layers. Et une des layers de l'expo est celle qui est l'insinuation de certains objets magiques, totémiques, avec beaucoup de agency, de pouvoir, et ceux-ci du passé, et qui sont proches à certaines visions de ce qu'est l'œuvre, par exemple de Giuseppe. Et ce petit ariete était probablement rituel, c'est d'une civilisation de la Georgia d'aujourd'hui, et c'est l'objet le plus vieux dans l'exposition qui vient de se fermer. Et il est en relation avec Sofia dans ta salle. Oui, c'est possible, mais c'est à cause de la matière. Mais c'est aussi, je crois, c'est l'idée de la permanence. Parce que c'est un objet qui a passé des milliers d'années, qu'il est encore présent, qui est là, qui a une réalité aujourd'hui. Il y a la présence de l'œuvre. Et c'est la présence qui est à la... Oui. Qui est le sujet de l'œuvre, en général, de tous les artistes. Et le souffle aussi. Et aussi le souffle. Il est bien gros. Tandis qu'en relation avec Calzolari, il y avait ce vase Canopo où les cendres du corps mort sont placées chez les Étrusques et la forme de l'être humain ferme le vase des cendres et lance la nouvelle vie qui sera dans les cendres. Et donc, la relation avec Calzolari serait approfondir dans une autre conférence. Et la dernière chose, non, la quasi-ultima, avant-dernière chose à dire, j'ai toujours parlé de énergie dans mon décrire l'arte povera et dans le texte et tout. Et on a différentes formes de matière et d'énergie. Le feu de Cunellis, la glace de Calzolari, la force du végétal, de la corde qui est plus fort du minéral et donc garde un objet très lourd, de Zorio. Ça, d'ailleurs, on n'a pas fait les photos, je crois, parce que je voulais pas faire peur à la Bourse de commerce, mais je savais, et Zorio savait, que la corde serait tendue, et donc la durée de l'exposition peut pas être infinie, parce qu'elle aurait touché le Paolini à un certain moment, et c'était toujours plus bas.
et on mesurait le temps de l'expo sur la base de où était la macchia de Zorio avec Gilberto. Ou bien ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas, mais c'est intéressant parce que c'est vivant. Ça n'a l'air pas d'être vivant et c'est vivant. Et la matière, le soufre de Zorio aussi, qui pourrait s'y allumer, devenir un feu. Et pour toi, où est l'énergie? Oh, pardon. L'énergie, c'était dans la force de la croissance végétale, qui est si on pense, réfléchir un instant, c'est incroyable que le végétal qui se nourrit de lumière, il échappe à la force de gravité qui est le sombre, qui est le noir. Alors, il y a ce contraste entre le sol, le sous-sol et la lumière. Ces deux éléments qui sont extraordinaires. Et c'est dans ce sens-là aussi que j'ai mis les pierres dans les arbres qui sont dans les bifurcations, parce que ça souligne la structure de l'arbre qui échappe à la force de gravité. C'est pas une symbologie, c'est une réalité de la forme et du poids que la structure de l'arbre peut soutenir. Donc l'énergie est dans la croissance, la crescita, la vitalité de la croissance. On le visualise. Oui, oui. Tandis que dans Zorio, c'est dans la métamorphose, par exemple, etc. OK. Et puis, un autre niveau de l'expo était les artistes qui ont maturati après les artistes de l'arte povera. Par exemple, Dee Harding, qui vit maintenant à Paris et qui est australien. Et puisqu'il utilise du bois aussi dans son travail, je l'ai invité et il connaissait très bien ton travail. Il était très heureux, mais il m'a dit je ne peux pas faire une œuvre parce que les anciens, les elders, peuvent se fâcher. Je veux honorer l'invitation, mais en mettant un matériel qui sera une œuvre dans l'avenir. Donc, je coupe, c'est quand l'expo, je coupe l'arbre que j'utiliserai, mais il a besoin de plusieurs années pour mourir. Il utilise la parole mourir. It takes years for it to die. Et quand ça sera mort, je vais faire l'œuvre. Donc, en projetant l'exposition après l'exposition. Et quand je t'ai montré ça, tu m'as corrigé tout de suite sur la durée de ce temps d'attente, parce que tu m'as calculé très vite que c'était circa 5-7 ans, pas 2-3 ans. Ah, mais ça dépend de la qualité du bois. Mais d'habitude, pour les planches de bois, ils calculent 1 centimètre par an pour qu'il soit sec. Et qu'est-ce que ça te dit, le fait de cette idée de respect vers les elders, les artistes? I mean, cosa ti dice? Ti fa piacere, ti dà fastidio che ci sia? Non, c'est bon. Si mon œuvre donne des idées à des autres personnes, je suis heureux, c'est pas un problème. Et la dernière chose, parmi ces artistes d'après, c'est Adrian Villarojas, qui était presque invisible dans l'expo. Et qui était très heureux d'être dans l'expo avec toi. Et je me rappelle une histoire incroyable où Adrian m'appelait, mais tu as demandé à Giuseppe si je peux. J'ai écrit un email et puis je suis venue dîner chez toi un jour. Je voulais pas le dire par téléphone ou par email. Et je suis venue dîner chez toi. Et après le dessert, j'ai dit, mais il y a cet artiste de l'Argentine et il voudrait faire une chose. Il voudrait mettre un nid sur ton arbre, devant la bourse. Ben, on l'a pas mis exactement sur l'arbre, mais il était là qui regardait l'arbre sur la porte de la bourse. Il a bien fait. Voilà.
Thank you.